Mon fils m'a appelé à 1 heure du matin. Papa, ouvre la porte. Il fait froid dehors. Je suis resté complètement paralysé. Il est mort il y a 4 ans. J'ai regardé par l'œil de bœuf de la porte et je l'ai vu là, debout. Puis, il a dit quelque chose que seul moi savais. Quelle chance que vous soyez ici. Je suis sûr que vous allez être ému par cette histoire. Mais avant tout, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. Le téléphone fixe a sonné exactement quand l'horloge murale marquait 1 heure du matin. Le son était strident, déchirant le silence de la nuit parisienne. Je me suis réveillé, le cœur battant la chamade. À mes 80 ans, se réveiller au milieu de la nuit, c'est généralement pour aller aux toilettes, pas à cause d'un coup de téléphone. Qui appelle à cette heure? Surtout un mardi soir, dans ce quartier tranquille du 15e arrondissement où j'habite depuis 45 ans. Je me suis assis au bord du lit avec difficulté. Mes articulations protestaient, comme toujours. La lumière de la chambre était faible, juste la lueur du réverbère qui filtrait à travers les rideaux en dentelle que Marie-Claude avait choisis il y a si longtemps. Dehors, il pleuvait finement. J'entendais le bruit caractéristique des gouttes sur les tuiles du toit mansardé de notre immeuble haussmannien. C'était ce genre de pluie fine et persistante typique de Paris en automne, celle qui rend les pavés glissants et fait briller les trottoirs sous les lumières de la ville. J'ai pris mes lunettes sur la table de nuit, à côté de la photo encadrée de Marie-Claude et moi le jour de notre mariage à la mairie du 15e. Ses cheveux étaient relevés en chignon. Elle portait cette robe crème qu'elle avait tant aimée. C'était en 1968, une autre époque. Je me suis levé lentement, mes genoux ont craqué, mes vieux os ont protesté. Le parquet en bois massif a grincé sous mes pas. Ce même parquet que nous avions fait poser ensemble quand nous avions emménagé ici, jeunes mariés pleins d'espoir. Le téléphone a sonné à nouveau, plus rapidement, plus insistant, comme quelqu'un d'impatient qui ne supporte pas d'attendre. Ce son strident résonnait dans tout l'appartement silencieux. « J'arrive, j'arrive », ai-je murmuré en français, traînant mes pantoufles usées sur le parquet ciré. J'ai marché dans le couloir étroit jusqu'au salon. Cette maison, cet appartement de 3 pièces avec vue sur la rue Lecourbe, est devenu beaucoup trop grand pour moi seul depuis que ma femme, Marie-Claude, est morte il y a 5 ans d'un cancer du pancréas. Les médecins de l'hôpital Georges Pompidou n'avaient rien pu faire. Elle s'en est allée doucement, entourée de fleurs et de prières, avec moi tenant sa main jusqu'à la fin. Et Thomas. Ma respiration a failli me manquer quand son nom m'est venu à l'esprit. Thomas, mon fils unique, mon garçon brillant qui étudiait la littérature à la Sorbonne. Thomas est mort il y a 4 ans dans cet accident terrible sur l'autoroute A6, en revenant de Lyon où il était allé rendre visite à son ami d'enfance, Julien Marchand. La gendarmerie avait dit que c'était les freins, une défaillance mécanique, rien de suspect. Un accident comme il y en a tant sur les routes de France chaque année. Ma main droite, tremblante et marquée par les taches de vieillesse, a atteint le combiné du téléphone blanc accroché au mur du salon, près du vieux téléviseur Thomson que nous avions depuis 20 ans. La sonnerie s'est arrêtée 1 seconde avant que mes doigts arthritiques ne touchent le combiné, puis elle a recommencé, encore plus insistante. Mes doigts tremblaient. J'ai décroché. « Allô ?» Ma voix est sortie rauque, éraillée par le sommeil et par l'âge. Pendant quelques secondes, il n'y avait que le son de la pluie au loin et ce silence particulier des lignes téléphoniques la nuit, ce vide qui semble rempli de possibilités inquiétantes. Puis, tout bas, presque un chuchotement, j'ai entendu une voix d'homme. Une voix jeune, une voix que je connaissais. « Papa !» Je me suis figé sur place. Mon cœur s'est arrêté pendant un battement, puis a recommencé à cogner violemment dans ma poitrine. Cette voix était douce, avec ce petit enrouement caractéristique à la fin, exactement comme quand il avait un rhume. Exactement la voix qui avait l'habitude de m'appeler papa depuis la cuisine autrefois, quand il rentrait de ses cours et criait « Papa, je suis rentré, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» La voix de Thomas.
mon Thomas. Jusqu'à son eau de toilette semblait envahir ma mémoire en ce moment précis. Ce Fahrenheit de Dior qu'il portait toujours, qu'il s'était acheté avec son premier salaire quand il donnait des cours particuliers de français aux lycéens du quartier. Je pouvais presque sentir ce parfum épicé et boisé flotter dans l'air du salon. Ma nuque est devenue glacée, les poils de mes bras se sont hérissés. « Allô? Qui est-ce » ai-je demandé d'une voix qui se voulait ferme, mais qui tremblait malgré moi, essayant désespérément de garder ma santé mentale, de m'accrocher à la réalité. « Papa chéri ». La voix a chuchoté, comme si elle retenait ses larmes, comme si quelque chose de terrible pesait sur elle. « Ouvre la porte, papa. Il fait froid dehors, il pleut, et j'ai froid. » Mes jambes sont devenues faibles, j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de faire un infarctus. Ça doit être un rêve, un cauchemar particulièrement cruel. Ou quelqu'un qui fait une blague de très mauvais goût, peut-être un de ces jeunes du quartier qui s'amusent à terroriser les personnes âgées. Ou alors je deviens vraiment fou, comme je le crains parfois dans mes prières solitaires à l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, quand j'allume des cierges pour Marie-Claude et Thomas et que je demande à Dieu de me garder lucide jusqu'à la fin. Ne plaisante pas comme ça, ai-je dit aussi fermement que possible, essayant de mettre de l'autorité dans ma voix tremblante. Mon fils est déjà mort. Mon Thomas est mort il y a 4 ans. Qui que vous soyez, c'est cruel de faire ça à un vieil homme. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu un soupir profond, douloureux. Puis cette voix a dit une phrase qui a fait s'écrouler toutes mes défenses, qui a résonné dans tous mes souvenirs les plus intimes. « Papa, si on a peur du noir, il suffit d'allumer la lumière dans notre cœur. Le monde s'est arrêté, le temps s'est figé, mon sang s'est glacé dans mes veines. » C'était une phrase que nous avions créée ensemble une nuit d'hiver terrible, quand Thomas avait 7 ans, et que nous habitions encore notre petit appartement à Lyon avant de monter à Paris. Il y avait eu une panne d'électricité générale dans tout le quartier de la Croix-Rousse. Thomas pleurait de peur dans le noir complet, serré contre moi sur le canapé. Marie-Claude était partie chez sa mère à Grenoble pour quelques jours. Nous étions seuls, père et fils, dans l'obscurité. Je l'avais pris dans mes bras et je lui avais dit « Écoute mon grand. Quand on a peur du noir, il suffit d'allumer la lumière dans notre cœur. Tu comprends? Le courage, c'est une lumière qu'on a tous en nous. » Et depuis lors, depuis ce moment précis, chaque fois que Thomas avait peur de quelque chose, un examen, une présentation orale, un rendez-vous important, je répétais cette phrase. C'était devenu notre code secret, notre mantra personnel. Je n'en ai jamais parlé à personne, jamais, même pas à Marie-Claude. Je ne l'ai écrit nulle part. C'était sacré entre lui et moi. Qui êtes-vous? Ma voix est à peine sortie, un murmure étranglé. Papa, c'est moi, Thomas. Il a répondu avec une douceur infinie, une tristesse infinie. Je sais que c'est difficile à croire. Je sais que ça semble impossible. Mais c'est vraiment moi. J'ai froid, papa. S'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi rentrer à la maison. J'ai tourné mon regard vers la porte d'entrée de l'appartement. Du salon, à travers le couloir, on pouvait vaguement la voir. C'était une vieille porte en chêne massif avec une serrure ancienne et un œil de bœuf au milieu. Il semblait y avoir un aimant invisible qui m'attirait vers elle, une force irrésistible. Mes pas se sont déplacés tout seuls, comme si mon corps agissait indépendamment de ma volonté. Le téléphone était encore collé à mon oreille, le cordon spiralé s'étirant à mesure que j'avançais. « Si tu es vraiment Thomas », j'ai avalé difficilement. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. « Si tu es vraiment mon fils, alors dis-moi, quelle était la couleur de ton premier vélo, celui que je t'ai acheté pour tes 6 ans ?» J'ai demandé, ma voix tremblant comme une feuille morte au vent. « Rouge ». Il a répondu sans la moindre hésitation, instantanément, comme si le souvenir était gravé dans sa mémoire. Un vélo rouge Peugeot avec des petites roues stabilisatrices que vous avez acheté au marché aux puces de Villeurbanne, près de Lyon. On devait rentrer en voiture, mais vous aviez oublié où vous l'aviez garé dans le parking souterrain de la Pardieu.
On a cherché pendant 1 heure. Vous étiez tellement fâché contre vous-même, vous disiez des gros mots entre vos dents. Mais moi, je riais parce que je trouvais ça drôle de vous voir perdre vos clés et chercher partout. Et finalement, on a pris le métro pour rentrer. Et je portais le vélo sur mes petites épaules, en faisant semblant d'être un champion cycliste. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que le combiné glissait entre mes doigts moites. Ce souvenir était trop précis, trop détaillé, trop intime. Je n'en ai jamais parlé à personne. Jamais. C'était un de ces petits moments embarrassants qu'on garde pour soi. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il le connaître? Je suis arrivé devant la porte d'entrée. La lumière du porche était éteinte. L'ampoule avait grillé la semaine dernière et je n'avais pas encore eu la force de la changer. Seule la lumière jaunâtre du couloir, qui venait de la vieille lampe que Marie-Claude avait achetée aux Puces de Saint-Ouen, éclairait faiblement la porte. Ma main libre, celle qui ne tenait pas le téléphone, a touché la poignée froide en laiton. Mes genoux tremblaient si fort que j'avais peur de m'effondrer. « Où es-tu maintenant? Où es-tu exactement ?» ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un souffle. « Devant la porte de l'appartement, papa, juste derrière cette porte. » Il a répondu et sa voix semblait maintenant venir de 2 directions à la fois, du téléphone collé à mon oreille, et, très faiblement, de derrière la porte en bois massif, comme si quelqu'un parlait vraiment là, de l'autre côté. « S'il te plaît, ouvre. Je ne supporte plus ce froid. J'ai tellement froid, papa. Mes vêtements sont trempés par la pluie. » J'ai raccroché le téléphone lentement, mes doigts bougeant comme au ralenti, et je l'ai posé sur la petite table console près de l'entrée, celle où nous déposions toujours le courrier et les clés. Mon cœur battait de façon si incontrôlée que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je me suis penché en avant, mes vieilles vertèbres protestant, et j'ai regardé par l'œil de bœuf en laiton au milieu de la porte. Et je l'ai vu. Mon Dieu tout-puissant. Thomas était là, debout sur le palier sombre, mouillé par la bruine qui devait entrer par la fenêtre ouverte de la cage d'escalier. Ses cheveux châtains étaient plaqués sur son front, dégoulinant d'eau. Ils étaient attachés n'importe comment en une petite queue de cheval, comme il le faisait toujours quand il étudiait tard le soir. La veste en cuir noir qu'il portait toujours, celle qu'il avait achetée dans une friperie vintage du Marais et qu'il adorait, collait à son corps mince. Son visage était d'une pâleur de cire, presque translucide, mais c'était le visage que j'avais mémorisé dans les moindres détails. Le visage que je voyais tous les jours, sur les photos éparpillées dans tout l'appartement, dans mes rêves récurrents, et tous les dimanches, sur sa pierre tombale au cimetière du Montparnasse où il repose à côté de sa mère. Il a levé la tête lentement, comme s'il savait exactement où j'étais, regardant directement l'œil de bœuf, comme s'il pouvait me voir à travers ce petit cercle de verre épais. Nos yeux se sont rencontrés à travers cette barrière transparente. Ses yeux noisettes, ceux de sa mère, me fixaient avec une intensité déchirante. Sa bouche s'est déplacée, formant ce sourire fin et rassurant qu'il utilisait toujours pour me calmer quand j'étais stressé ou inquiet. « Papa !» Ses lèvres ont bougé silencieusement, formant le mot que je pouvais lire clairement. Même sans que mes oreilles n'entendent le son, je savais exactement ce qu'il disait. Je lisais sur ses lèvres, comme je l'avais fait 1000 fois quand il était enfant, et qu'il me parlait de loin dans le parc. Puis il a dit quelque chose d'autre. Ses lèvres ont formé les mots lentement, distinctement. Vous gardez toujours ma lettre derrière la photo de votre mariage, n'est-ce pas? J'ai reculé d'un pas brusque, comme si on m'avait frappé. Mon dos a heurté violemment le mur du couloir, faisant trembler le cadre accroché là. Mon cœur s'est arrêté. Comment? Comment pouvait-il savoir ça? Cette lettre. Ce petit mot qu'il avait écrit quand il avait 12 ans, pendant un cours de français au collège Camille C. C'était un devoir où les élèves devaient écrire une lettre à leur personne préférée. Il m'avait écrit une lettre magnifique, touchante, où il disait combien il m'aimait, combien il était fier d'être mon fils, combien il admirait ma force après la mort de ma propre mère. Il avait eu 18 sur 20. La professeure avait écrit en rouge « Très émouvant, Thomas, authentique ». Il me l'avait donné un soir, timidement, en rougissant. Je l'avais lu et j'avais pleuré.
Pour qu'il ne me voie pas pleurer, j'étais allé dans ma chambre et j'avais caché cette lettre derrière le cadre de la photo de mon mariage avec Marie-Claude, celle qui trônait sur ma commode depuis toujours. C'était devenu mon trésor secret. Seuls nous deux le savions. Lui savait qu'il me l'avait donné, et moi seul savais où je l'avais caché. Jamais, jamais je n'en avais parlé à quiconque, même pas à Marie-Claude. C'était entre Thomas et moi, notre secret. C'était impossible qu'une autre personne le sache. Impossible. Ma main a cherché désespérément un appui contre le mur, mes jambes ne me soutenaient presque plus. Ma respiration était courte, saccadée, ma poitrine était serrée comme dans un étau. J'avais mal, physiquement mal. Dehors, sur le palier sombre, Thomas, ou ce qui ressemblait à Thomas, ou l'esprit de Thomas, ou je ne sais quoi, a levé la main et a frappé à la porte. Doucement, 3 coups. Le rythme précis d'autrefois, celui qu'il utilisait quand il rentrait tard de ses soirées étudiantes à la Sorbonne, et qu'il avait peur de me réveiller. Toc, toc, toc. Toujours le même rythme. Notre code. Papa, s'il te plaît. Sa voix a résonné à nouveau, cette fois plus proche, plus claire, comme si elle traversait la masse solide du bois de la porte, comme si c'était du papier. Ouvre-moi, j'ai besoin de te parler, c'est important. C'est une question de vie ou de mort. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, chaudes, sur mes joues froides. Elles coulaient sans que je puisse les arrêter, traçant des sillons sur ma peau ridée. Le manque et la peur se sont mélangés dans mon cœur en une émotion indescriptible, déchirante, la saudade, comme disent les Portugais, cette nostalgie douloureuse et profonde. Comment est-il possible que le fils que j'ai enterré il y a 4 ans, que j'ai vu dans son cercueil en bois de chêne, dont j'ai jeté la première poignée de terre sur la tombe, soit maintenant sur le palier de mon appartement parisien, trempé par la pluie, me demandant de le laisser entrer? Je suis resté immobile pendant quelques secondes qui ont semblé durer des années, des décennies. Mon esprit rationnel se battait contre ce que mes yeux voyaient, contre ce que mon cœur sentait. Puis j'ai fait la seule chose que je pouvais penser faire, la seule chose que mon amour paternel me dictait. J'ai tendu la main tremblante vers la serrure, j'ai tourné la clé. Une fois, le premier verrou s'est ouvert avec un clic métallique. La porte a grincé doucement alors que je commençais à la pousser, l'ouvrant de quelques centimètres seulement. L'air froid et humide de la nuit parisienne s'est engouffré dans l'appartement, portant avec lui l'odeur de la pluie sur les pavés, du métro en bas dans les tunnels souterrains, des marronniers mouillés du boulevard Pasteur. Et dans l'entrebâillement de la porte entr'ouverte, il n'y avait rien, absolument rien, personne, juste le palier vide et faiblement éclairé par l'ampoule nue du couloir de l'immeuble, juste l'air froid de la nuit qui sentait la pluie et l'automne parisien, juste l'obscurité et le silence. Je retenais ma respiration figée derrière la porte entr'ouverte de quelques centimètres à peine. L'air de la nuit est entré, froid, porteur d'humidité, chargé de cette odeur particulière de Paris quand il pleut. Un mélange de pierres mouillées, de zinc des toits, de feuilles mortes et de gaz d'échappement. Il n'y avait personne sur le palier. Il n'y avait pas de Thomas. Pas de silhouette trempée. Pas de veste en cuir noir. Pas de sourire rassurant. Seulement le vide, l'absence, le néant. Thomas, ai-je appelé doucement, ma voix n'étant qu'un murmure rauque dans le silence de la nuit. Aucune réponse, aucun bruit de pas, aucun coup à la porte. Le téléphone sur la petite table était muet, son combiné reposant sagement sur sa base. Ma main tremblait violemment quand j'ai refermé la porte, lentement, comme si je craignais qu'un mouvement brusque ne fasse s'écrouler la réalité autour de moi. J'ai verrouillé, rapidement, 1 fois, puis 2 fois, comme si je pouvais enfermer la peur en même temps que l'air froid de la nuit, comme si 2 tours de clé pouvaient me protéger de l'impossible. Ma poitrine était encore serrée, comprimée par une angoisse sourde. Je pouvais sentir mon cœur battre de façon irrégulière, dangereuse. À 80 ans, ce genre de choc peut être fatal. Je le savais. Je me suis appuyé lourdement contre la porte, essayant de contrôler ma respiration,
comptant mes inspirations comme me l'avait appris le cardiologue de l'hôpital Necker après mon infarctus léger de l'année dernière. 1. Inspire. 2. Expire. 3. Inspire. 4. Expire. Peut-être que je rêvais vraiment. Peut-être que j'étais encore dans mon lit, perdu dans un de ces cauchemars particulièrement vivides qui hantent mes nuits depuis la mort de Thomas. Peut-être que je me suis réveillé, mais pas complètement, coincé dans ce zone floue entre le sommeil et l'éveil que les médecins appellent l'état hypnopompique. Dans ma chambre, l'horloge murale ancienne que Marie-Claude avait héritée de sa grand-mère normande continuait à faire son tic-tac régulier, impitoyable. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce son qui d'habitude me berçait maintenant résonnait dans mes oreilles comme un compte à rebours vers quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Les heures ont passé. Je ne sais pas combien. Je suis resté là, debout près de la porte, puis assis sur une chaise du salon, puis à moitié allongé sur le canapé, les lumières allumées dans toutes les pièces. Je n'osais pas éteindre. L'obscurité me terrifiait soudain comme jamais auparavant. Les yeux grands ouverts, fixant le plafond avec ses moulures du 19e siècle, comptant les fissures dans le plâtre que je connaissais par cœur. À un moment donné, sans m'en rendre compte, l'épuisement a eu raison de moi, et je me suis endormi. Un sommeil lourd, sans rêve, comme une petite mort. Le matin est arrivé brutalement. Le soleil d'automne qui entrait par la fente des rideaux de la chambre m'a réveillé. J'avais la tête lourde, gonflée, douloureuse. Mon cou me faisait atrocement mal. J'avais dormi dans une position impossible sur le canapé du salon. Je me suis réveillé avec une sensation étrange, un mélange oppressant de fatigue profonde et d'anxiété acide qui me rongeait le ventre. Pendant un bref moment béni, en émergeant du sommeil, j'ai pensé que ce qui s'était passé la nuit dernière était juste un long cauchemar particulièrement cruel. Un de ces rêves que le cerveau fabrique parfois quand on est trop seul, trop triste, trop vieux. Jusqu'à ce que je décide d'ouvrir la porte de l'appartement pour aller chercher le journal Le Monde dans la boîte aux lettres de l'immeuble. Aussitôt que j'ai tourné la clé et poussé la lourde porte en chêne, l'air froid et légèrement humide du matin est entré, apportant une odeur de terre mouillée, de café frais du bar-tabac d'en bas et des restes de la pluie de la nuit. Monsieur Karim devait déjà être en train de préparer ses premiers expressos pour les habitués du quartier. Mes yeux sont descendus automatiquement vers le sol carrelé du palier, et mon sang s'est glacé dans mes veines. Il y avait des traces de pas mouillés sur le carrelage beige et marron de l'entrée de l'immeuble, des empreintes de pieds. Pas de chaussures, non. Des pieds nus, des traces de pieds nus mouillés, de taille moyenne, environ du 42, la pointure de Thomas. Comme si quelqu'un était resté là très longtemps immobile devant ma porte, l'eau de pluie s'écoulant de ses vêtements trempés, formant une petite flaque, puis s'égouttant de ses pieds nus et froids sur le sol. Les traces étaient très nettes près de ma porte, puis elles devenaient plus faibles, plus espacées, suivant un chemin vers la cage d'escalier, et enfin elles disparaissaient complètement là où le carrelage était sec, près de l'ascenseur Art déco qui ne fonctionnait plus depuis 3 ans. J'ai levé ma main tremblante jusqu'à la poignée en laiton de ma porte et j'ai vu, mon Dieu, j'ai vu qu'il y avait une marque sur le bois, une marque humide, comme une empreinte de main. Une main qui était restée longtemps appuyée là, laissant le bois ancien un peu plus sombre, légèrement humide, presque tiède sous mes doigts quand je l'ai touché. La marque d'une main droite, une main de la taille de celle de Thomas. Si c'était juste un rêve, un cauchemar, une hallucination de vieil homme solitaire, pourquoi est-ce que les traces sont restées? Pourquoi est-ce que cette empreinte de main est là, réelle, tangible, que je peux toucher? J'ai avalé difficilement. Ma bouche était sèche comme du carton. « Pierre, tu manques juste de sommeil », me suis-je dit à voix haute, essayant de me convaincre moi-même, ma voix résonnant étrangement dans le couloir vide de l'immeuble. « Tu es déjà vieux. Tu as 80 ans. Ton esprit te joue des tours. Tu penses à des bêtises. Ne crois pas immédiatement n'importe quoi. Il doit y avoir une explication rationnelle. Mais quelle explication?
Quelle explication rationnelle pouvait-il y avoir pour des empreintes de pieds nus mouillées devant ma porte au 4e étage d'un immeuble fermé à clé, pour une voix au téléphone qui connaissait des secrets que seul mon fils mort pouvait connaître, pour une main qui avait laissé sa marque sur ma porte? Quoi que je me dise pour me rassurer, ce froid terrible dans ma nuque ne disparaissait pas. Cette sensation glacée que quelque chose d'impossible, d'inexplicable, venait de se produire. J'ai refermé la porte rapidement et je me suis réfugié dans mon appartement. Vers 9 heures du matin, alors que je tentais de me préparer un café dans ma vieille cafetière italienne Bialetti, celle que Marie-Claude utilisait tous les matins, la sonnette de l'interphone de l'immeuble a retenti. Le son strident m'a fait sursauter violemment et j'ai failli renverser le café chaud sur mes mains. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone avec appréhension. « Oui, Monsieur Moreau, c'est Arnaud, votre voisin du 3e. » J'ai reconnu la voix bourrue de Monsieur Arnaud Petit, le retraité de la RATP, qui habite l'appartement en dessous du mien avec sa femme depuis 15 ans. « Oui, Arnaud. Je peux monter une minute? J'ai quelque chose à vous dire. » Oui, bien sûr. » J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte d'en bas et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, j'entendais les pas lourds de Monsieur Arnaud dans l'escalier. Il n'utilisait jamais l'ascenseur cassé, préférant monter à pied pour garder la forme, comme il disait. J'ai ouvert la porte. Monsieur Arnaud était là, encore en pantoufles usées et vieille chemise à carreaux, ses cheveux gris en bataille. À côté de lui se tenait Madame Dupont, notre voisine du 2e. Une veuve d'une 60aine d'années qui travaillait comme secrétaire à la mairie du 15e. Elle tenait un sac de courses Monoprix. Je suis sorti sur le palier en essayant de sourire naturellement, mais je sentais que mon visage était tendu, tiré par l'angoisse. « Bonjour, monsieur Arnaud. Bonjour, madame Dupont. Qu'est-ce qui se passe ?»« Bonjour, monsieur Pierre, » a dit monsieur Arnaud, avec son accent parisien de l'Est un peu inquiet. « Écoutez, hier soir, tard dans la nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes. J'ai pas pu me rendormir tout de suite, et j'ai regardé par la fenêtre de notre chambre, celle qui donne sur la cour. J'ai vu que la lumière de votre salon était encore allumée. Et pas seulement à minuit. Même à 2 heures du matin, toutes vos lumières étaient allumées. On s'inquiétait un peu. « Tout va bien? Vous n'êtes pas malade ?» « Non, non, ai-je répondu peut-être trop rapidement. J'ai oublié d'éteindre les lumières. Je regardais une vieille émission sur France 3, un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, et je me suis endormi sur le canapé. Vous savez comment c'est à mon âge. » Madame Dupont m'a regardé avec cet air maternel et préoccupé qu'elle prenait toujours. « Vous êtes sûr que vous allez bien, monsieur Pierre? Vous avez l'air fatigué, très fatigué. Et un peu pâle aussi. Vous avez bien mangé hier soir. Voulez-vous que je vous prépare un bon thé bien chaud? J'ai acheté du thé Earl Grey au Carrefour, celui que vous aimez. » « Non, non, c'est gentil, madame Dupont, mais ce n'est vraiment pas nécessaire, je vous assure. Je vais bien, je suis juste un peu fatigué, c'est vrai, j'ai mal dormi, mais je vais bien. » Mais je n'allais pas bien du tout. Madame Dupont a semblé hésiter, puis elle a ajouté doucement « Si vous avez besoin de compagnie, vous savez où me trouver. C'est pas bon de rester seul tout le temps, surtout à votre âge, surtout avec tous vos souvenirs. » Elle faisait référence à Marie-Claude et Thomas sans les nommer, cette délicatesse parisienne. « Merci, vraiment, mais ça va aller. » Ils sont partis, pas totalement convaincus, et je suis rentré dans mon appartement. Mais dans les jours suivants, tout est devenu bien pire. La nuit suivante, un mercredi soir, à exactement 00h57, comme la nuit précédente, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, je n'étais pas endormi. J'étais couché dans mon lit, mais complètement éveillé, les yeux grands ouverts dans le noir, fixant le plafond, incapable de dormir, attendant. D'une certaine manière, je savais que ça allait recommencer, quand la première sonnerie a éclaté dans le silence de l'appartement, stridente et impitoyable. Mon corps tout entier s'est tendu comme un arc, chaque muscle s'est crispé. Mon cœur s'est mis à battre à une vitesse dangereuse. Cette fois, je n'ai pas répondu.
Je suis resté au lit, paralysé par la peur, les mains crispées sur le drap, qui sentait la lessive lavande que Marie-Claude utilisait toujours. Le téléphone a sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Je me suis couvert les oreilles avec mes mains tremblantes, appuyant fort, mais le son traversait mes paumes, traversait mes os, résonnait directement dans mon crâne, comme si les sonneries venaient de l'intérieur de ma tête. Le téléphone a sonné 15 fois au total, puis il s'est arrêté. Le silence qui a suivi était presque pire que le bruit. Un silence épais, lourd, chargé de menaces. Puis, après exactement 30 secondes, je comptais chaque seconde dans ma tête, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, encore plus insistant, plus urgent, comme un cri électronique désespéré. Finalement, après une éternité, il s'est arrêté, le silence est revenu. Mais je savais que ce n'était pas fini, que ce n'était que le début. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit jusqu'à l'aube, écoutant les bruits de l'immeuble qui se réveillait lentement. Les tuyauteries qui gargouillaient, les pas du facteur dans l'escalier, les voix des enfants des voisins qui partaient à l'école. Le lendemain matin, jeudi, dès que l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle a ouvert ses portes à 7 heures, j'y suis allé. J'ai marché lentement dans les rues encore sombres du quartier, m'appuyant lourdement sur ma canne, croisant les boulangers qui rentraient de leur nuit de travail et les employés de bureau qui partaient tôt au travail. L'église sentait l'encens froid et la cire des cierges. Il n'y avait personne à cette heure, sauf une vieille femme en noir qui priait le rosaire au premier rang. J'ai allumé 3 bougies dans le transept, près de la statue de la Vierge Marie. Une pour Marie-Claude, que son âme repose en paix. Une pour Thomas, que Dieu ait pitié de lui. Et une 3e pour moi-même, pour ma propre sanité mentale, pour que je ne devienne pas fou, pour que Dieu me protège de ce qui m'arrive. Le père Antoine, le curé de la paroisse que je connaissais depuis 20 ans, un homme dans la soixantaine avec des lunettes rondes et une calvitie naissante, est sorti de la sacristie en arrangeant son col romain. Il m'a vu et son visage s'est illuminé. « Monsieur Moreau, Pierre, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu à la messe du dimanche. Comment allez-vous ? » « Bien, mon père, aussi bien qu'on peut aller à 80 ans. Je suis venu demander protection. » Il a dû remarquer quelque chose dans mon expression, dans mes yeux rougis par le manque de sommeil, dans le tremblement de mes mains. « Protection ? Vous voulez vous confesser ? Vous voulez qu'on parle ?» J'ai failli tout lui raconter, tout. Les appels téléphoniques de Thomas, sa voix, les secrets qu'il connaissait, les empreintes de pieds mouillées sur le palier, l'empreinte de main sur ma porte, la terreur qui me rongeait. Les mots étaient là, au bord de mes lèvres, prêts à sortir. Mais comment ? Comment pourrais-je expliquer à un prêtre rationnel, éduqué à la Sorbonne, que mon fils mort m'appelait au téléphone au milieu de la nuit ? Il allait penser que j'étais sénile, que je perdais la tête, que j'avais besoin d'être hospitalisé en psychiatrie à Sainte-Anne. Il allait appeler ma nièce Sylvie qui habite à Bordeaux et lui suggérer de me placer dans une maison de retraite médicalisée. J'ai peur la nuit, mon père. Ai-je fini par dire, ma voix à peine audible dans le silence de l'église. Parfois j'entends des bruits dans l'appartement, des bruits étranges, le parquet qui craque, des pas, le téléphone qui sonne. Je sais que c'est probablement rien, mais le père Antoine a posé une main compatissante sur mon épaule voûtée. « Vous vivez seul depuis longtemps, Pierre, depuis la mort de votre chère Marie-Claude, que le Seigneur ait son âme. C'est difficile. Et avec le souvenir de Thomas, avez-vous pensé à ne plus vivre seul, à aller chez votre nièce Sylvie? Ou peut-être dans une résidence pour personnes âgées? Il y en a de très bien maintenant, très modernes, où on n'est pas seul, mais on garde son indépendance. Je n'ai plus personne de proche, mon père. Sylvie a sa propre vie à Bordeaux, ses enfants. Je ne veux pas être un fardeau et une maison de retraite. » J'ai secoué la tête. « Non, pas encore, pas tant que je peux encore monter mes 4 étages. » Il a eu l'air soucieux. « Dieu est toujours avec vous, Pierre, toujours. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Priez. »
Priez le chapelet avant de vous coucher, ça calme l'esprit, et si vous avez vraiment besoin de parler, de compagnie, n'importe quand, vous pouvez venir ici, l'église est toujours ouverte, et ma porte aussi. Merci, mon père. J'ai remercié, et je suis sorti. Le soleil d'automne était maintenant haut dans le ciel parisien, pâle mais présent. Les trottoirs étaient pleins de gens qui allaient au travail, au marché, à leurs affaires, la vie normale, la vie des vivants. Mais sur le chemin du retour vers mon appartement de la rue Lecourbe, ce poids terrible dans ma poitrine ne s'est pas allégé. Cette sensation d'oppression, d'angoisse sourde, restait là, comme une pierre posée sur mon sternum. Cette nuit-là, jeudi soir, je n'ai même pas essayé de dormir. Je suis resté assis dans le salon, dans mon vieux fauteuil Voltaire en velours rouge que Marie-Claude avait acheté chez Emmaüs. Toutes les lumières de l'appartement allumées, chaque lampe, chaque plafonnier, jusqu'à la lumière de la salle de bain et celle du couloir. L'appartement brillait comme un phare dans la nuit parisienne. Je fixais le téléphone blanc accroché au mur. Je le fixais avec une intensité maladive, comme si mon regard pouvait l'empêcher de sonner. Quand l'horloge murale a marqué 00h55, j'ai commencé à trembler de façon incontrôlable. Mes mains tremblaient, mes genoux tremblaient, mes lèvres tremblaient. 00h56, 00h57, 00h58. J'attendais la sonnerie. J'attendais cette voix qui prétendait être celle de mon fils mort. Mon corps tout entier était tendu dans l'anticipation terrifiée. 00h59. Ma respiration était si superficielle que j'avais l'impression de suffoquer. Mon cœur battait si vite et si fort que je pouvais le voir pulser sous ma chemise de pyjama. 01h0. Silence. Le téléphone n'a pas sonné. Pas un bruit. Pas un son. J'étais confus, désorienté, soulagé, oui, mais aussi étrangement déçu, frustré. Une partie de moi, une partie malsaine et désespérée, voulait entendre cette voix à nouveau, voulait parler à Thomas, même si ce n'était qu'une illusion, même si c'était impossible, même si c'était ma propre folie qui me jouait des tours. 01h01, 01h02, toujours rien, peut-être que c'était fini, peut-être que mon esprit avait enfin accepté la réalité, peut-être que je pouvais recommencer à vivre normalement, ou du moins à survivre normalement. 01h03, et puis j'ai entendu un son. Mais ce n'était pas le téléphone, c'était quelqu'un qui frappait à ma porte. Toc toc toc, doucement, rythmiquement. Le code de Thomas. Mon sang s'est littéralement glacé dans mes veines. J'ai senti le froid se répandre de mon cœur vers mes extrémités. Mes mains et mes pieds sont devenus engourdis. Je me suis levé comme au ralenti, comme dans un rêve, ou plutôt dans un cauchemar. Mes jambes bougeaient, mais je ne les contrôlais pas vraiment. C'était comme si quelqu'un d'autre guidait mon corps. J'ai marché à travers le salon, à travers le couloir, jusqu'à la porte d'entrée. Chaque pas semblait durer une éternité. Ma main, qui ne me semblait plus appartenir, a tremblé violemment quand j'ai atteint l'œil de bœuf en laiton au milieu de la porte. J'ai regardé à travers, et Thomas était là, plus proche qu'avant, beaucoup plus proche. Son visage était presque collé contre le verre de l'œil de bœuf, à quelques centimètres seulement. Je pouvais voir chaque détail, les petites rides autour de ses yeux, la barbe de quelques jours sur ses joues, les gouttelettes d'eau qui perlaient sur ses cils. Ses yeux noisettes, exactement les mêmes que ceux de sa mère, me fixaient avec une intensité déchirante, désespérée. Il regardait directement dans l'œil de bœuf, directement dans mes yeux, comme s'il pouvait me voir parfaitement malgré l'obscurité du couloir, comme s'il voyait à travers la porte, à travers le bois, à travers tout. « Papa !» a-t-il dit. Et cette fois, même à travers l'épaisseur de la porte en chêne massif, même sans le téléphone, j'ai réussi à entendre sa voix clairement, comme si elle résonnait directement dans mon esprit. « S'il te plaît, j'ai juste besoin d'entrer, juste de rentrer à la maison, notre maison. » Mes jambes ont presque cédé sous moi, j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Tu n'es pas mon fils !» ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. « Tu ne peux pas être mon fils. Mon Thomas est mort. Je l'ai enterré.
J'ai vu son corps. J'étais à ses funérailles. J'ai jeté de la terre sur son cercueil. Il est mort. Je sais que vous avez peur, papa. Il a continué, et sa voix était si réelle, si terriblement familière, chargée de cette tendresse qui était uniquement la sienne. Je sais que ça semble impossible, je sais que vous pensez que vous devenez fou, mais je vous jure que c'est moi. C'est vraiment moi. Et j'ai besoin que vous ouvriez cette porte. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'extrêmement important, de quelque chose que vous devez absolument savoir. C'est une question de vie ou de mort, papa. Littéralement. Mon cœur battait si vite et si fort que j'avais peur qu'il n'explose dans ma poitrine. De quoi? De quoi veux-tu me parler? De comment je suis mort, papa? Le temps s'est arrêté. Comment tu es mort? Ce n'était pas un accident, papa. Ce que la gendarmerie vous a dit, la défaillance mécanique, le problème de frein, c'était un mensonge. Ou du moins, ce n'était pas toute la vérité. Sa voix était plus basse maintenant, plus grave, chargée d'une émotion terrible. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a saboté ma voiture. Quelqu'un m'a tué, assassiné. Et cette personne représente encore un danger. Pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un que vous devez sauver. Ma main était sur la poignée de la porte. Sans même que je m'en rende compte, mes doigts avaient saisi le métal froid. J'avais déjà déverrouillé la première serrure, le premier verrou. Mon autre main se tendait déjà vers le deuxième. Qui t'a tué? Qui dois-je sauver? Ouvrez la porte, papa. S'il vous plaît, laissez-moi entrer et je vous expliquerai tout. Tout. Je vous raconterai toute la vérité. Sur ma mort. Sur le docteur Julien Rousseau. Sur le terrible secret qu'il cachait. Sur votre autre fils. Mon quoi? Mais à cet instant précis, comme si le destin lui-même intervenait, une lumière s'est allumée brusquement chez les voisins du 3e étage, Monsieur et Madame Arnaud. J'ai entendu leur voix étouffée à travers les murs de l'immeuble. Ils se disputaient apparemment, Madame Arnaud reprochant à son mari d'avoir encore une fois oublié de fermer le robinet de la cuisine. Un chien s'est mis à aboyer quelque part dans l'immeuble, le caniche nain de Madame Leblanc du 1er étage, probablement réveillé par le bruit. Ces bruits normaux, quotidiens, ont brisé le sortilège, l'enchantement terrible qui m'avait saisi. Quand j'ai regardé à nouveau par l'œil de bœuf, le palier était vide, plus personne. Thomas avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Je me suis appuyé lourdement contre la porte, mon front pressé contre le bois froid, transpirant abondamment malgré la fraîcheur de la nuit. Mon cœur martelait ma poitrine. Mon souffle était court, haché, presque asthmatique. Ce n'était pas un accident, ai-je murmuré au vide, à l'obscurité à personne. Assassiné, saboté, docteur Rousseau, mon autre fils, qu'est-ce que tout ça veut dire? Thomas était mort dans un accident de voiture il y a 4 ans. C'était en novembre 2020, un dimanche pluvieux. Il revenait de Lyon où il avait passé le week-end chez son ami d'enfance, Julien Marchand. Il conduisait sa vieille Peugeot 206 sur l'autoroute A6. Près de Fontainebleau, dans un virage légèrement en pente, sa voiture était sortie brutalement de la route, avait percuté le rail de sécurité et avait fait 3 tonneaux avant de s'immobiliser contre un arbre. Les gendarmes avaient conclu à une défaillance mécanique. Les freins avaient lâché. Thomas avait été tué sur le coup. C'est du moins ce qu'on m'avait dit pour m'épargner, même si je savais qu'il avait probablement agonisé pendant les 20 minutes qu'il avait fallu aux pompiers pour arriver. Il n'y avait eu aucune suspicion de quoi que ce soit, aucune enquête approfondie. L'affaire avait été close rapidement. Accident. Point final. Mais maintenant, ce n'était pas un accident. La voix de Thomas, ou de ce qui prétendait être Thomas, avait dit « Quelqu'un a saboté ma voiture, quelqu'un m'a tué. » Docteur Julien Rousseau. Ce nom résonnait vaguement dans ma mémoire. Julien Rousseau. Un psychologue, je croyais me souvenir. Thomas avait commencé à le voir en thérapie après la mort de Marie-Claude, quand la dépression l'avait frappé durement. Oui, c'était ça. Le docteur Rousseau avait un cabinet dans le 6e arrondissement, près du jardin du Luxembourg. Thomas y allait une fois par semaine. Et puis, il avait arrêté.
Quand exactement? Je ne me souvenais plus très bien. Quelques mois avant sa mort, je crois. Il m'avait dit qu'il n'en avait plus besoin, qu'il allait mieux. Mais qu'est-ce que ce docteur Rousseau avait à voir avec la mort de Thomas? Et cette phrase terrifiante, « Votre autre fils ». Autre fils? Quel autre fils? Thomas était mon fils unique. Marie-Claude et moi n'avions eu qu'un seul enfant. Un seul. Thomas. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, assis dans mon fauteuil, toutes les lumières toujours allumées, essayant de comprendre, essayant de faire le lien, essayant de séparer la réalité de la folie. De manhã, sexta-feira, assim que amanheceu completamente, peguei o telefone e liguei para o único número que ainda tinha guardado num velho caderno de endereços desgastado. Raphaël Dubois, un journaliste d'investigation qui travaillait pour Le Parisien. Il avait fait un grand article sur les accidents de la route non élucidés dans la région Île-de-France, il y a quelques années. Il m'avait interviewé à l'époque, juste après l'accident de Thomas, essayant de voir s'il y avait un angle pour son article. Mais l'affaire était trop simple, trop claire. Accident mécanique, pas de mystère, pas d'histoire à raconter. L'article n'était jamais sorti. « Allô, Raphaël Dubois à l'appareil ?» Une voix jeune, énergique, a répondu après 3 sonneries. « Monsieur Dubois? C'est Pierre Moreau, le père de Thomas Moreau. » Il y a eu une pause, puis « Monsieur Moreau, mon Dieu, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Je suis vraiment désolé de ne pas avoir donné suite à l'époque. L'affaire était close, je sais. C'est justement pour ça que j'appelle. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous aviez trouvé exactement sur l'accident de Thomas. Même les petits détails. Tout. Vous aviez bien enquêté à l'époque, n'est-ce pas? » Sa voix est devenue plus sérieuse, plus professionnelle. Oui, j'ai enquêté assez profondément, en fait. Pourquoi cette question maintenant, monsieur Moreau? Il s'est passé quelque chose. Vous avez de nouvelles informations. Comment pouvais-je expliquer? Comment pouvais-je dire à un journaliste rationnel que mon fils mort me parlait au téléphone au milieu de la nuit et frappait à ma porte? J'ai juste besoin de savoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'étrange à l'époque? N'importe quoi qui vous avait paru bizarre? Il a hésité, puis... Écoutez, monsieur Moreau, je vais être honnête avec vous. Oui, j'avais trouvé quelque chose d'étrange. En fait, plusieurs choses. La voiture de votre fils, la Peugeot 206, avait été révisée au garage Renault de la rue de Vaugirard, juste une semaine avant l'accident. J'ai parlé au mécanicien, un type très compétent qui travaille là depuis 20 ans. Il m'a juré sur la tête de ses enfants que tout était impeccable avec cette voiture. Les freins étaient neufs, changés 2 mois avant, parfaitement fonctionnels. Alors, le rapport officiel de la gendarmerie indiquait une défaillance mécanique des freins, une rupture du câble de frein. Mais le mécanicien que j'ai consulté de façon informelle, un expert indépendant, m'a dit que d'après les photos du véhicule accidenté, la rupture du câble semblait, comment dire, pas naturelle. Comme si quelqu'un avait partiellement sectionné le câble avec un outil coupant, laissant juste assez de fibres métalliques pour que ça tienne un moment, puis ça cède sous la pression du freinage. Mon cœur s'est arrêté. Vous êtes en train de me dire que... Je suggère qu'il y avait une possibilité, juste une possibilité, que ce n'était pas un accident. Mais je n'avais aucune preuve concrète, aucun mobile, aucun suspect, et la gendarmerie n'a pas voulu creuser davantage. Pour eux, c'était simple, accident, dossier clos. Et si ce n'était pas un accident? Et si quelqu'un avait vraiment saboté sa voiture? Long silence de l'autre côté. Monsieur Moreau, qu'est-ce qui vous fait penser ça maintenant, après 4 ans? Je ne peux pas vous expliquer, pas encore, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir la vérité. La vérité sur quoi exactement? Je serrais le combiné si fort que mes jointures étaient blanches. Sur qui a tué mon fils? Et pourquoi? Monsieur Moreau. La voix de Raphaël était devenue très prudente. Si vous avez des informations nouvelles, quelque chose de concret, je veux bien rouvrir mon enquête. Mais j'aurai besoin d'éléments tangibles.
Une preuve, un témoin, quelque chose de solide, vous comprenez? J'ai regardé autour de mon salon. Qu'est-ce que j'avais comme preuve? Des appels téléphoniques que personne d'autre n'avait entendus? Des empreintes de pieds nus sur un palier qui avait probablement disparu maintenant? La voix de mon fils mort me parlant à travers une porte? Un journaliste sérieux allait me rire au nez. « Donnez-moi quelques jours », ai-je dit finalement. « Je vais trouver quelque chose. Je vous le promets. » « D'accord. Mais monsieur Moreau, soyez prudent. Si vraiment quelqu'un a tué votre fils, cette personne est dangereuse. Ne faites rien d'imprudent. Vous avez 80 ans. » Je sais quel âge j'ai, merci. J'ai raccroché, et je suis resté assis là, dans mon fauteuil, regardant le téléphone blanc sur le mur, comme si c'était une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Cette nuit-là, vendredi soir, je me suis préparé différemment. Si Thomas, ou son esprit, ou quoi que ce soit, allait me contacter à nouveau, cette fois j'allais avoir une preuve. Une preuve que je n'étais pas fou. Raphaël m'avait apporté un petit enregistreur numérique dans l'après-midi, un appareil moderne qu'on pouvait connecter au téléphone fixe. Il m'avait montré comment l'utiliser, comment brancher les fils, comment appuyer sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement. « C'est très simple, monsieur Moreau », m'avait-il expliqué patiemment dans mon salon, assis sur le canapé. Vous branchez ce fil ici, dans la prise du téléphone. Quand le téléphone sonne, vous décrochez normalement et vous appuyez discrètement sur ce bouton rouge. Ça enregistre tout, les deux côtés de la conversation. Ensuite, on peut l'écouter, le faire analyser, vérifier si c'est une vraie voix ou une manipulation audio. J'avais hoché la tête, essayant de mémoriser chaque étape. Maintenant, à 00h45 du matin, j'étais assis dans le salon. Tout était prêt. L'enregistreur était branché, testé, fonctionnel. Le petit voyant vert indiquait qu'il était en veille, prêt à capturer le moindre son. 00h50. Mon cœur commençait déjà à s'accélérer. Mes mains tremblaient légèrement. 00h55. J'ai pris plusieurs respirations profondes, essayant de me calmer. Le médecin m'avait dit de faire attention à mon cœur, pas trop d'émotions fortes, pas trop de stress. 00h57. Le silence dans l'appartement était presque total. On entendait juste le tic-tac de l'horloge et au loin, le bruit d'une ambulance sur le boulevard Pasteur. 00h58. J'ai fermé les yeux, priant silencieusement. Mon Dieu, si c'est vraiment Thomas, protégez-moi, et si c'est le diable qui me tente, donnez-moi la force de résister. 00h59. 09h. Le téléphone a sonné. Cette fois, le son m'a fait moins sursauter. Je m'y attendais. D'une main tremblante mais déterminée, j'ai décroché le combiné à la première sonnerie. De l'autre main, j'ai appuyé sur le bouton rouge de l'enregistreur. Le voyant est passé du vert au rouge. Enregistrement en cours. « Allô ?» Ma voix était plus ferme cette fois. « Papa, c'était lui. » Cette voix douce, légèrement enrouée, la voix de Thomas. « Thomas ?» J'ai dit son nom délibérément pour que ce soit clair sur l'enregistrement. « C'est vraiment toi ?»« Oui, papa, c'est moi. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous pensez devenir fou, mais je vous promets que c'est bien moi. Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte l'autre nuit ?» Un soupir douloureux. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, papa, je ne peux pas entrer comme ça. Il faut que vous m'invitiez, il faut que vous ouvriez la porte de votre plein gré, mais ce n'est pas important maintenant. Ce qui est important, c'est ce que je dois vous dire. Tu as dit que ce n'était pas un accident. Ta mort? Non, ce n'était pas un accident. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre sa respiration à travers le téléphone, ou du moins, ce qui ressemblait à une respiration. Était-ce possible qu'un esprit respire? Quelqu'un a saboté ma voiture, papa. Quelqu'un a sectionné partiellement le câble de frein de ma Peugeot, juste assez pour que ça tienne pendant quelques kilomètres, puis que ça cède dans un virage dangereux. Qui aurait fait ça, et pourquoi? Le docteur Julien Rousseau. Ce nom, à nouveau. Le psychologue. Je ne comprends pas. Pourquoi ton psychologue voudrait te tuer? Parce que ce n'était pas juste mon psychologue, papa. Sa voix était devenue plus grave, chargée d'émotion.
Au début, oui, c'était de la thérapie normale après la mort de maman. Il m'aidait avec mon deuil. Mais avec le temps, il a commencé à agir de façon très étrange. Comment étrange? Il me regardait différemment. Pas comme un médecin regarde un patient, plutôt comme quelqu'un d'obsédé. Il commençait à me dire des choses inappropriées pendant nos séances, qu'il pensait à moi constamment, qu'il n'avait jamais ressenti ça pour un patient, qu'il y avait une connexion spéciale entre nous. Mon estomac s'est retourné. Non, non, ce n'était pas possible. Thomas, tu veux dire qu'il est devenu obsédé par moi, papa, complètement obsédé. Au début, je pensais que c'était juste de l'intérêt professionnel mal placé, mais ça a empiré. Il commençait à m'appeler en dehors des séances, à apparaître par hasard dans des endroits où j'allais, le café près de la Sorbonne où j'étudiais, la librairie Shakespeare & Company où je passais mes samedis, le cinéma MK2 de la Bastille. J'ai essayé de changer de thérapeute. Je lui ai dit poliment que je pensais avoir besoin d'une autre approche. Mais il a insisté. Il m'a dit que personne d'autre ne pourrait me comprendre comme lui. Il a même baissé ses tarifs pour que je continue à venir. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ma voix s'est brisée. J'ai essayé, papa. Vous vous souvenez? 6 mois avant ma mort, je vous ai dit que je voulais arrêter la thérapie, que je me sentais mieux, que je n'en avais plus besoin. Et soudain, le souvenir m'est revenu comme un coup de poing. Oui, c'était un dimanche. Nous déjeunions ensemble dans la cuisine. Thomas avait dit qu'il voulait arrêter ses séances avec le docteur Rousseau. Et qu'est-ce que j'avais répondu? Mais Thomas, la thérapie t'aide tellement. Le docteur Rousseau est excellent. Ne l'arrête pas maintenant, pas quand tu fais tant de progrès. Mon Dieu, qu'avais-je fait? Papa, je vous entends pleurer, ne pleurez pas. Vous ne pouviez pas savoir. Comment auriez-vous pu savoir? Je n'ai pas insisté parce que je ne voulais pas vous inquiéter. Vous aviez déjà tant souffert avec la mort de maman. Je ne voulais pas ajouter à votre fardeau. Alors j'ai continué les séances, mais j'ai commencé à enquêter sur lui discrètement. J'ai contacté d'autres de ses anciens patients. Et papa, sa voix tremblait maintenant. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Quoi? Il avait un schéma, un pattern, des jeunes hommes, toujours des jeunes hommes entre 25 et 35 ans, vulnérables psychologiquement. Il devenait leur thérapeute, il gagnait leur confiance. Puis il développait une obsession pour eux. Et quand ils essayaient de partir, de s'éloigner de lui, Thomas s'est arrêté. J'ai entendu ce qui ressemblait à un sanglot étouffé. Quoi? Qu'est-ce qui leur arrivait? Ils mouraient, papa, dans des accidents, toujours des accidents différents. Un qui s'est noyé dans la Seine, apparemment en état d'ivresse, un autre qui est tombé du balcon de son appartement au 6e étage, apparemment un suicide. Un troisième qui a fait une overdose de médicaments, apparemment accidentelle. J'ai trouvé 3 cas en 5 ans. 3 jeunes hommes qui étaient tous d'anciens patients du docteur Rousseau, tous morts dans des circonstances qui semblaient accidentelles ou suicidaires, mais qui, quand on les regardait de près, étaient suspectes. Mon sang s'est glacé. Mon Dieu, mais ce n'était pas tout, papa. Ce n'était pas le pire. Il y avait pire, et j'ai découvert quelque chose d'encore plus terrible. En fouillant dans les archives de son cabinet, je m'y suis introduit une nuit. J'ai forcé la serrure, c'était illégal, mais je devais savoir. J'ai trouvé des vieux dossiers, des documents cachés dans un tiroir fermé à clé au fond de son bureau. Des documents qui venaient d'un hôpital. Quel hôpital? L'hôpital Saint-Joseph à Lyon, l'hôpital où je suis né en 1988. Le monde a commencé à tourner autour de moi. Papa, j'ai trouvé un registre de naissance, du 15 mars 1988, le jour de ma naissance. Et ce registre indiquait la naissance de jumeaux. 2 garçons, jumeaux identiques. Non. Le mot est sorti de ma bouche comme un gémissement. 2 bébés garçons sont nés ce jour-là de Marie-Claude Moreau. Mais un seul bébé est rentré à la maison avec vous et maman. L'autre a été déclaré mort à la naissance. Mort-né, disait le certificat. Mais papa... Thomas respirait difficilement maintenant.
Il n'y avait pas de certificat de décès officiel, il n'y avait pas de corps, pas d'enterrement, rien. Juste une note dans le dossier médical de maman disant « Deuxième enfant décédé, famille informée, corps transféré à la morgue », mais aucun document de la morgue, aucune trace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un trafic, papa, un réseau de vente de bébés. Le médecin qui a fait l'accouchement de maman, le docteur Henri Simon, était impliqué dans un réseau de vente de nouveau-nés à des familles riches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il prenait des bébés de mères vulnérables, des femmes pauvres, des immigrés, des femmes seules, et il leur disait que leurs bébés étaient morts. Mais en réalité, les bébés étaient vendus. Adoptions illégales, marché noir. Mon Dieu tout-puissant! J'ai trouvé au moins 20 cas documentés dans ces dossiers cachés. 20 bébés sur une période de 10 ans, de 1985 à 1995. Tous déclarés morts, tous disparus sans trace, tous probablement vendus à des familles riches. Et le docteur Julien Rousseau est le fils du docteur Henri Simon. Il a changé de nom, pris le nom de jeune fille de sa mère, Rousseau. Son père est mort en 2010 d'un cancer, emportant tous ses secrets. Mais il a laissé tous ses dossiers à son fils. Et c'est comme ça que Julien Rousseau savait. Il savait pour le trafic. Il savait pour les bébés, il savait pour les jumeaux. Ma tête tournait, c'était trop. C'était trop d'informations, trop horrible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à toi? Parce qu'il avait retrouvé l'autre jumeau, papa. Mon frère, il l'avait trouvé et il est devenu obsédé par nous deux. Ton frère, où est-il? Qui est-il? Il s'appelle Marc. Marc Dubois. C'est le nom de la famille qui l'a acheté. Une famille riche de Neuilly-sur-Seine qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils lui ont donné leur nom. Ils l'ont élevé comme leur fils unique. Mais ses parents adoptifs sont morts dans un accident de voiture quand il avait 20 ans. Il s'est retrouvé seul, dépressif, avec une grosse héritage, mais aucune famille. Et c'est là que le docteur Rousseau est entré dans sa vie. Il l'a trouvé. Il savait exactement qui il était. Il avait les photos de nous deux bébés dans les dossiers de son père. Il a reconnu son visage, qui est identique au mien. Il s'est présenté comme psychologue et a offert ses services gratuitement à Marc, prétendant faire de la thérapie pro bono pour les jeunes adultes ayant perdu leurs parents. Marc a accepté. Il ne savait rien. Il ne savait pas qu'il était adopté. Ses parents adoptifs ne lui avaient jamais dit. Il pensait être leur fils biologique. Il ne savait certainement pas qu'il avait un frère jumeau quelque part. Et le docteur Rousseau, il a commencé à traiter Marc, et en même temps, il me traitait moi. Les deux frères jumeaux, sans qu'aucun de nous ne sache que l'autre existait. Il était obsédé par cette situation. Il trouvait ça fascinant. Deux copies identiques. Deux versions du même homme. Comment tu as découvert tout ça? J'ai trouvé un dossier dans son cabinet, un dossier étiqueté « Monsieur Dubois ». J'étais curieux, je l'ai ouvert, et à l'intérieur, Thomas s'est arrêté, sa voix étranglée par l'émotion. À l'intérieur, il y avait des photos de lui, de Marc, des photos de quelqu'un qui avait exactement mon visage exact, papa. Les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, la même forme de visage. Comme regarder dans un miroir. J'étais en état de choc total. J'ai pris le dossier. J'ai tout lu. J'ai découvert son adresse, son numéro de téléphone, tout. Et j'ai décidé de le contacter en secret sans que le docteur Rousseau le sache. Vous vous êtes rencontrés? Oui. Une seule fois. Dans un café près de la gare de Lyon. C'était... Papa, c'était la chose la plus surréaliste de toute ma vie. C'était comme regarder dans un miroir vivant. Nous avons pleuré tous les deux. Pendant 10 minutes, nous n'avons rien pu faire d'autre que nous regarder et pleurer. Je lui ai tout raconté. Le trafic de bébés, ses vrais parents, vous et maman, le fait que nous étions frères jumeaux, le fait que le docteur Rousseau était le fils du médecin qui nous avait séparés, le fait qu'il nous manipulait tous les deux. Marc était terrifié. Il ne voulait pas y croire. Il pensait que c'était impossible, que c'était fou. Mais je lui ai montré les documents, les photos de nous bébés, le registre de naissance. Il ne pouvait pas nier l'évidence. «
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je lui ai dit que j'allais tout exposer, que j'allais aller à la police avec toutes les preuves, que j'allais dénoncer le docteur Rousseau et le réseau de trafic de son père, même si c'était des années plus tard. Les familles qui avaient perdu leur bébé méritaient de savoir la vérité. Marc m'a supplié d'être prudent. Il avait peur. Il disait que le docteur Rousseau était dangereux, qu'il avait quelque chose d'instable dans les yeux. Mais j'étais jeune, stupide, idéaliste. Je pensais que la justice devait être faite. Et puis, 3 jours après ma rencontre avec Marc, mes freins ont lâché sur la 6. Je roulais à 110 km/h. Quand j'ai voulu freiner dans un virage, la pédale est tombée directement au plancher. Rien. Aucune résistance. J'ai essayé le frein à main, mais c'était trop tard. La voiture est partie en tête à queue, a percuté le rail de sécurité et il s'est arrêté. Un long silence. Je suis mort, papa. Sur le coup, le choc contre l'arbre m'a brisé la nuque. Je n'ai même pas eu le temps de souffrir, si ça peut vous consoler. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. Je sanglotais silencieusement, le combiné tremblant dans ma main. Et après mon enterrement, le docteur Rousseau a disparu. Il a fermé son cabinet dans le 6e. Il a quitté Paris. Il a changé de nom, encore une fois. Cette fois, il s'est appelé Paul-Henri Dubois. Et il a emmené Marc avec lui. Il l'a kidnappé? Pas exactement. Il lui a dit que j'étais mort, ce qui était vrai. Il lui a dit que c'était dangereux pour lui aussi, que les gens qui m'avaient tué pourraient venir après lui. Il a convaincu Marc qu'il était en danger, qu'il devait se cacher, disparaître. Marc, en état de choc après ma mort et après la révélation que nous étions frères, a cru le docteur Rousseau. Il lui faisait confiance. C'était son psychologue depuis des années. Alors Marc est parti avec lui volontairement. Ils sont allés dans une petite ville isolée dans le centre de la France, loin de tout. Et là, le docteur Rousseau a commencé à le droguer, petit à petit. Des médicaments de plus en plus forts, des antipsychotiques, des anxiolytiques, des sédatifs. Il lui disait qu'il était malade, qu'il devenait paranoïaque, qu'il avait des hallucinations. Il lui a fait croire qu'il était schizophrène, que notre rencontre n'avait jamais eu lieu, que j'étais juste une hallucination, que ses souvenirs de moi étaient des délires. Et maintenant, Marc est prisonnier, physiquement et mentalement. Le docteur Rousseau le garde enfermé dans une maison isolée. Il le drogue constamment. Marc pense qu'il est fou, qu'il est malade, qu'il a besoin de ses médicaments pour survivre. Il a peur de sortir. Il a peur du monde extérieur. Il est complètement sous l'emprise du docteur Rousseau. Mon Dieu, où sont-ils? Dans une ville appelée Saint-Amand-Montronde, dans le Cher. Le docteur Rousseau, ou Paul Dubois comme il s'appelle maintenant, vit dans une maison isolée à la sortie de la ville. Une vieille fermette abandonnée qu'il a achetée sous un faux nom. Les voisins pensent qu'il vit seul. Personne ne sait que Marc est là. Il faut que j'aille le chercher. Il faut que je sauve mon fils. Oui, papa. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je vous contacte. Marc est votre fils, mon frère jumeau. Il mérite de connaître la vérité. Il mérite d'être libre. Il mérite de connaître sa vraie famille. Vous, comment je le trouve? Donne-moi l'adresse exacte. Je ne peux pas, papa. Je ne peux pas vous donner directement l'adresse. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous la découvriez par vous-même, que vous enquêtiez, que vous trouviez les preuves. Mais pourquoi? Parce que si c'est juste la parole d'un mort ou d'un fantôme ou de ce que je suis, personne ne vous croira. Vous aurez besoin de preuves concrètes, de documents, d'enregistrements, d'aide, du journaliste Raphaël Dubois, de la police, d'enquêteurs. La ligne a commencé à grésiller, à crépiter comme si la connexion était sur le point de se couper. « Thomas, Thomas, ne pars pas !»« Je dois partir, papa. Je ne peux pas rester longtemps. Ça demande trop d'énergie. Mais je reviendrai. Je veillerai sur vous. Je vous guiderai. » Attends, comment je commence? Par où je commence mes recherches? Le docteur Rousseau utilisait une carte bancaire enregistrée au nom de Paul-Henri Dubois. Si le journaliste a des contacts dans les banques ou dans la police, il peut retrouver des relevés bancaires, des paiements récurrents. L'adresse de facturation, c'est un point de départ. Et Marc?
comment je reconnaîtrai Marc? Un petit rire doux, triste. Papa, vous ne pouvez pas le manquer. Il a exactement mon visage. C'est moi, mais c'est aussi lui-même, mon frère, votre autre fils. Thomas, je vous aime, papa. Je vous ai toujours aimé. Et je suis désolé. Désolé de ne pas vous avoir dit la vérité de mon vivant. Désolé de vous avoir laissé seul. Mais maintenant, vous avez une chance de récupérer ce qui a été volé. Une chance de sauver Marc, de lui donner la famille qu'on lui a arrachée. Sauvez-le, papa, s'il vous plaît. Ne le laissez pas finir comme moi. Et la ligne est devenue morte. Un silence plat, vide, la tonalité monotone du téléphone déconnecté. Je suis resté là, le combiné encore pressé contre mon oreille, pendant plusieurs minutes, espérant, priant pour qu'il revienne. Mais il n'est pas revenu. Finalement, mes mains tremblantes ont raccroché le téléphone. J'ai regardé l'enregistreur numérique. La petite lumière rouge clignotait. Enregistrement terminé. Je l'ai éteint, mes doigts arthritiques manipulant maladroitement les petits boutons. Puis, je l'ai rembobiné au début. J'ai pris une profonde respiration et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Un silence d'abord, puis ma voix, claire et nette, sortant du petit haut-parleur de l'appareil. « Allô ?» Et puis sa voix, la voix de Thomas. Aussi claire, aussi nette, aussi réelle que la mienne. « Papa !» Toute la conversation était là, enregistrée. Chaque mot, chaque phrase, chaque révélation horrible. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. J'avais la preuve. À 6 heures du matin, aussitôt que le jour s'est levé sur Paris, j'ai appelé Raphaël. « Allô ?» Sa voix était endormie, irritée. « Qui appelle à cette heure ?»« Raphaël, c'est Pierre Moreau. J'ai besoin de vous voir. Maintenant, immédiatement. J'ai la preuve, j'ai l'enregistrement, j'ai tout. Monsieur Moreau, il est 6 heures du... Mon fils a été assassiné. » J'ai crié, toute ma douleur, toute ma rage accumulée explosant enfin. Et j'ai un autre fils qui est retenu prisonnier en ce moment même. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Un long silence, puis « J'arrive. Où voulez-vous qu'on se retrouve ?»« Chez moi, 47 rue Le Courbe, 4e étage. Tout de suite. » 40 minutes plus tard, Raphaël était assis sur mon canapé, une tasse de café noir à la main, écoutant l'enregistrement pour la 3e fois. Son visage était devenu de plus en plus pâle à chaque écoute. Quand ça s'est terminé, il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard quelque chose entre l'incrédulité totale et l'horreur absolue. Monsieur Moreau, il a avalé difficilement. Si tout ce qui est dans cet enregistrement est vrai, on parle de meurtre prémédité, de séquestration, d'abus sur personnes vulnérables, de trafic de nouveau-nés, et il s'est arrêté, n'osant pas dire ce qu'il pensait vraiment. Et quoi? Et on parle aussi de, de communication avec quelqu'un qui est décédé. Monsieur Moreau, vous vous rendez compte que si on amène ça à la police, ils vont penser que je suis fou, je sais. Non seulement fou, mais potentiellement dangereux. Ils pourraient vous faire interner en psychiatrie pour votre propre protection. Alors qu'est-ce qu'on fait? Raphaël s'est frotté le visage avec ses 2 mains. On vérifie, on enquête, on trouve des preuves matérielles qui corroborent ce que dit l'enregistrement. Indépendamment de la source de l'information, qu'elle vienne de votre fils ou de votre subconscient ou de je ne sais quoi, si les faits sont vérifiables, alors on tient quelque chose. Par où on commence? Par le docteur Julien Rousseau. On vérifie s'il existe vraiment, s'il était vraiment le psychologue de votre fils, s'il a vraiment disparu après la mort de Thomas. Ensuite, on vérifie s'il y a vraiment un docteur Henri Simon qui travaillait à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon à la fin des années 80. On vérifie s'il y a eu des irrégularités, des accusations, quoi que ce soit. Et pour Marc, pour mon autre fils, si on trouve des preuves sur le docteur Rousseau et son père, si on établit un pattern crédible, alors je peux contacter un ami à moi qui est enquêteur à la PJ. On peut monter un dossier.
Demander un mandat de perquisition basé sur des soupçons sérieux d'enlèvement et de séquestration. Ça va prendre combien de temps? Des jours, peut-être une semaine, peut-être plus. Marc n'a peut-être pas une semaine. Si le docteur Rousseau se rend compte qu'on enquête sur lui, il pourrait... Je sais, c'est pour ça qu'on doit agir vite mais intelligemment, discrètement. Et c'est ce qu'il a fait. Dans les jours qui ont suivi, Raphaël a enquêté avec une efficacité impressionnante. Il avait des contacts partout, dans les hôpitaux, dans les administrations, dans la police, dans les banques. Le lundi, il a confirmé que le docteur Julien Rousseau existait bien. Cabinet de psychologie dans le 6e arrondissement près du Jardin du Luxembourg. Fermé brutalement en novembre 2020, exactement une semaine après l'accident de Thomas. Le docteur Rousseau avait laissé des dettes impayées, loyer, électricité, téléphone. Il avait disparu du jour au lendemain sans laisser d'adresse de réexpédition. Le mardi, Raphaël a trouvé des informations sur le docteur Henri Simon, médecin gynécologue obstétricien à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon de 1980 à 1995. Licencié en 1995 pour irrégularité grave dans la tenue des dossiers médicaux et manquements déontologiques. Jamais poursuivi pénalement, mais son nom était sorti dans une enquête administrative qui avait été mystérieusement abandonnée. Décédé en 2010 d'un cancer du foie à l'âge de 68 ans. Le mercredi, grâce à un contact dans une banque, Raphaël a obtenu des informations sur Paul-Henri Dubois. Compte bancaire ouvert en 2021 à la Société Générale. Adresse enregistrée. 14 chemin des Acacias, Saint-Amand-Montron, Cher. Exactement comme Thomas l'avait dit dans l'enregistrement. Le jeudi, Raphaël a montré tout le dossier à son ami enquêteur à la police judiciaire de Paris, un certain capitaine Marc Lemaire. Ironiquement, il s'appelait Marc lui aussi. Le capitaine Lemaire a lu tout le dossier, écouté l'enregistrement, examiner les preuves. Son visage était sérieux, professionnel. « Écoutez », a-t-il dit finalement à Raphaël dans son bureau gris et fonctionnel du 36 quai des Orfèvres. « L'enregistrement, franchement, je ne peux pas l'utiliser officiellement. Source non fiable, potentielle fabrication, etc. Mais tout le reste, le docteur Rousseau qui disparaît juste après la mort de Thomas Moreau, le lien avec le docteur Simon et les irrégularités à l'hôpital Saint-Joseph, les anciens patients du docteur Rousseau, morts dans des circonstances suspectes, l'existence de Paul-Henri Dubois à Saint-Amand-Montron, tout ça, c'est vérifiable. C'est du solide. Alors je peux demander un mandat de perquisition. Soupçon raisonnable d'enlèvement, séquestration, abus sur personnes vulnérables. On peut aller voir cette maison à Saint-Amand-Montron, légalement, officiellement. Combien de temps pour le mandat? Donnez-moi 48 heures. Le vendredi soir, j'étais assis dans mon salon, fixant le téléphone, espérant qu'il sonne, espérant entendre à nouveau la voix de Thomas me confirmant que tout allait bien se passer. Le téléphone n'a pas sonné, mais vers 23 heures, j'ai senti cette odeur. L'eau de toilette Fahrenheit de Dior, ce parfum épicé et boisé que Thomas portait toujours. Il a rempli le salon, intense et réconfortant. « Tu es là, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré dans le vide. « Tu veilles sur moi. » Et j'ai juré, même si c'était peut-être juste mon imagination désespérée, j'ai juré que j'ai senti une main chaude se poser brièvement sur mon épaule. Le samedi après-midi, Raphaël m'a appelé. On a le mandat. On y va demain matin. Le capitaine Lemaire dirige l'opération. Il y aura une équipe de 6 policiers, plus un psychologue spécialisé dans les victimes de séquestration. Ils veulent que vous veniez aussi. Moi? Si Marc est vraiment là, si c'est vraiment votre fils, votre présence pourrait l'aider, le rassurer, lui montrer qu'il a une famille qui le cherche. J'y vais, bien sûr que j'y vais. Monsieur Moreau, je dois vous prévenir, soyez préparés à ce que vous allez voir. Si Marc a été séquestré et drogué pendant 4 ans, il ne sera pas en bon état, physiquement ou mentalement. Je m'en fiche de son état, c'est mon fils.
Le dimanche matin, à l'aube, j'étais dans une voiture de police banalisée avec Raphaël et le capitaine Lemaire, roulant sur l'A67 en direction du Cher. Le voyage a duré 3 heures. 3 heures qui ont semblé durer 3 siècles. Je regardais défiler le paysage français par la fenêtre, les champs, les forêts, les petits villages endormis, et je pensais à Marc, à mon fils que je n'avais jamais connu, à mon fils qui avait été volé à la naissance et dont j'ignorais jusqu'à l'existence il y a quelques jours. Est-ce qu'il me ressemblait? Est-ce qu'il ressemblait à Thomas? Est-ce qu'il avait les yeux de Marie-Claude? Est-ce qu'il allait me reconnaître comme son père? Est-ce qu'il allait vouloir de moi dans sa vie après tout ce temps? Nous sommes arrivés à Saint-Amand-Montrond vers 10 heures du matin, une petite ville endormie du centre de la France. Paisible? Ordinaire. Le genre d'endroit où rien de terrible n'est censé se passer. Le 14 chemin des Acacias était une vieille fermette isolée à 3 kilomètres du centre-ville, au bout d'un chemin de terre défoncé. La maison avait l'air abandonnée. Les volets étaient fermés, le jardin était envahi de mauvaises herbes. Une vieille Renault Clio rouillée était garée dans la cour boueuse. Le capitaine Lemaire et son équipe sont sortis des voitures. Ils portaient tous des gilets pare-balles avec police écrit en grosses lettres blanches. « Monsieur Moreau, vous restez dans la voiture jusqu'à ce qu'on sécurise les lieux », m'a ordonné le capitaine Lemaire. « C'est compris ?»« Oui. » J'ai regardé l'équipe s'approcher de la maison. Le capitaine Lemaire a frappé fort à la porte. « Police! Ouvrez !» Pas de réponse. Ils ont frappé encore. « Police! Nous avons un mandat! Ouvrez immédiatement !» Toujours rien. Un policier a sorti un bélier, un outil métallique pour enfoncer les portes. Un coup, 2 coups. Au 3e coup, la porte a cédé avec un craquement sinistre. L'équipe est entrée rapidement, armes sorties, criant « Police !» dans toutes les pièces. De la voiture, je voyais tout, mais je n'entendais que des bribes de voix. Puis, après ce qui a semblé une éternité, mais qui était probablement 5 minutes, le capitaine Lemaire est ressorti. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient légèrement. Il est venu vers la voiture et a ouvert ma portière. « Monsieur Moreau, vous devriez venir, on l'a trouvé. » Mon cœur s'est arrêté. « Marc? Oui, il est vivant. Mais préparez-vous. » Je suis sorti difficilement de la voiture, mes vieilles jambes me portant à peine. Raphaël m'a aidé, me tenant par le bras. Nous sommes entrés dans la maison. L'odeur était terrible. Un mélange de renfermés, de nourriture pourrie, de déchets. La maison était dans un état de délabrement absolu. Des ordures partout, des bouteilles vides, des emballages de médicaments éparpillés sur le sol. Le capitaine Lemaire m'a guidé vers le fond de la maison, vers une chambre à l'arrière. Il y avait un verrou à l'extérieur de la porte. Un gros verrou en acier, comme celui d'une prison ou d'un asile. Un policier l'avait déjà ouvert, et à l'intérieur, mon Dieu tout-puissant, Marc était là, recroquevillé dans le coin de la pièce sombre et sale, assis sur un matelas dégoûtant, taché et puant. Il était maigre, terriblement maigre, presque squelettique. Ses cheveux châtains étaient longs, sales, emmêlés. Sa barbe était hirsute. Ses vêtements, un vieux jogging gris et un t-shirt déchiré, pendaient sur son corps émacié. Mais son visage était exactement celui de Thomas. Les mêmes yeux noisettes, le même nez droit, la même forme de mâchoire, les mêmes pommettes hautes, comme regarder une photo de Thomas après des années de torture. Quand il a vu les policiers, il s'est recroquevillé encore plus, tremblant violemment, ses bras squelettiques protégeant sa tête. « Non, non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Il murmurait d'une voix cassée, rauque, presque inaudible. « Je vais être sage, je vais prendre mes médicaments. Tous mes médicaments, je promets, s'il vous plaît Paul, je serai sage. » Une policière, une jeune femme blonde avec un visage doux, s'est approchée lentement, précautionneusement, comme on approche un animal blessé. « Marc, je m'appelle lieutenant Dupuis. Nous sommes de la police. Nous sommes venus vous aider. Vous n'êtes plus en danger. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais Marc secouait la tête frénétiquement, les larmes coulant sur son visage sale. « Non, 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 c'est un piège. Paul m'a dit.
Il m'a dit que des méchants allaient venir, que des gens allaient essayer de m'enlever, que je devais rester ici, que c'est le seul endroit sûr. Je suis malade. Je suis très malade. J'ai besoin de mes médicaments. J'ai besoin de Paul. Où est Paul? Paul! Paul! Il criait maintenant, hystérique. Mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Marc, ai-je dit doucement, m'approchant lentement malgré les protestations du capitaine Lemaire. Marc, mon nom est Pierre, Pierre Moreau. Je suis... Comment dire? Comment expliquer? Je suis ton père, ton vrai père. Il m'a regardé, ses yeux hagards et vitreux, probablement à cause des drogues dans son système, essayant de focaliser sur mon visage. Non, mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 20 ans. Je n'ai plus de parents, je suis seul. Ces gens étaient... Ils t'ont élevé. Mais ils n'étaient pas tes parents biologiques. Tu as été adopté quand tu étais bébé, mais avant ça tu avais une mère, Marie-Claude, et un père, moi. Il me fixait, confus, terrorisé. Non, Paul m'a dit, il m'a dit que c'était le médicament, que j'hallucinais, qu'il n'y avait pas de frères jumeaux, ai-je terminé doucement. Tu te souviens avoir rencontré quelqu'un? Quelqu'un qui avait exactement ton visage. Ses yeux se sont écarquillés. Thomas, le nom est sorti de sa bouche comme un sanglot. Il était réel? Il existait vraiment? Il était ton frère jumeau, et il t'aimait. Il est mort en essayant de te sauver. J'ai sorti de ma poche une photo de Thomas que je portais toujours dans mon portefeuille. Thomas a 25 ans, souriant devant la Sorbonne, tenant ses livres. J'ai tendu la photo à Marc. Ses mains tremblantes l'ont prise. Il a regardé la photo, et quelque chose s'est brisé en lui. Il s'est mis à pleurer. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de son être. Des années de douleur, de confusion, de solitude, qui sortaient enfin. Il était réel. Mon Dieu, il était réel. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je me suis agenouillé lentement, mes genoux de 80 ans protestants, et j'ai ouvert mes bras. Non, tu n'es pas fou. Tu as été manipulé, drogué, emprisonné, mais tu n'es pas fou, et maintenant tu es libre. Il m'a regardé à travers ses larmes. Qui êtes-vous vraiment? Je suis ton père, Marc. Je suis Pierre Moreau. Ta mère s'appelait Marie-Claude. Elle est morte il y a 5 ans, mais elle t'aurait aimé plus que tout au monde. Et Thomas était ton frère. Vous êtes nés ensemble le 15 mars 1988 à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon. Des jumeaux identiques. Mais on vous a séparés, on t'a volé, et pendant toutes ces années, je ne savais même pas que tu existais. Mais maintenant, je sais. Maintenant, je t'ai trouvé, et je ne te laisserai plus jamais. Marc a fixé mon visage pendant un long moment, cherchant la vérité dans mes yeux, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Puis, lentement, très lentement, il est venu vers moi, et quand je l'ai pris dans mes bras, quand j'ai senti mon fils perdu, mon fils volé, mon fils retrouvé enfin dans mes bras après 36 ans, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de toute ma vie. Pas même à la mort de Marie-Claude, pas même à l'enterrement de Thomas. Parce que ceci était différent. Ceci était un morceau de moi-même, de Marie-Claude, de Thomas, qui avait été arraché il y a si longtemps et qui revenait enfin à la maison. Le docteur Paul-Henri Dubois, alias Julien Rousseau, n'était pas dans la maison ce matin-là. Mais la police l'a retrouvé 2 jours plus tard, essayant de prendre un train pour la Belgique à la gare de Lyon à Paris. Quand ils l'ont arrêté, il n'a même pas essayé de s'enfuir ou de résister. Il s'est juste assis sur le banc de la gare et a souri. « Vous ne comprenez pas ?» a-t-il dit calmement au policier qui lui passait les menottes. « Personne ne comprend. C'était de l'amour, l'amour pur, les jumeaux parfaits, identiques, magnifiques. Mon père me les avait montrés quand j'étais jeune, leurs photos de bébé, et j'ai su que c'était mon destin de les protéger. Et aujourd'hui, plus de 2 ans après ce terrible dimanche matin à Saint-Amand-Montrond, je suis assis dans mon salon, notre salon maintenant, regardant Marc préparer le dîner dans la cuisine. Marc va mieux,
Beaucoup mieux. Il a passé 6 mois à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, se désintoxiquant lentement de toutes les drogues que le docteur Rousseau lui avait données pendant des années. Les médecins ont dit que c'était un miracle qu'il ait survécu, que son corps et son esprit aient tenu le coup. Mais il a survécu, parce qu'il est fort, plus fort qu'il ne le pensait. Il vit avec moi maintenant. Dans l'appartement de la rue Le Courbe, qui était devenu trop grand pour moi seul, mais qui est maintenant exactement de la bonne taille. Il a pris la chambre d'amis au début. Il ne voulait pas prendre la chambre de Thomas. Pas encore, disait-il. C'est son espace, je ne veux pas envahir. Mais il y a 6 mois, il a déménagé dans la chambre de Thomas. Pas pour la remplacer, mais pour l'honorer. C'est notre chambre maintenant, m'a-t-il dit. La mienne et celle de Thomas. Comme ça aurait toujours dû être depuis le début. Il a gardé toutes les affaires de Thomas, les livres, les photos, les médailles de la Sorbonne, les posters de films français sur les murs. Mais il a ajouté ses propres touches, ses propres livres, ses propres photos, sa propre vie. Marc a commencé une thérapie avec une excellente psychiatre, le docteur Isabelle Martin. Il y va 2 fois par semaine. Il travaille sur son trauma, sur sa colère, sur sa peur. Et il travaille aussi sur son avenir. Il a trouvé un emploi à mi-temps dans une librairie du quartier latin, la célèbre librairie Gibert-Joseph sur le boulevard Saint-Michel. Il adore être entouré de livres, de clients, de conversations normales. Il dit que les livres l'ont sauvé pendant toutes ces années d'enfermement. Le docteur Rousseau lui permettait d'en lire quelques-uns pour le garder calme. Les livres étaient ma seule fenêtre sur le monde, m'a-t-il confié un soir. Maintenant, je veux aider d'autres gens à trouver cette fenêtre. Il parle même de reprendre des études, de s'inscrire à l'université, peut-être en bibliothéconomie ou en littérature. Il a 38 ans maintenant, mais il dit que ce n'est jamais trop tard pour apprendre. Le docteur Julien Rousseau a été condamné à la perpétuité, meurtre avec préméditation, Thomas, séquestration, abus sur personnes vulnérables, et une longue liste d'autres crimes. L'affaire du réseau de trafic de bébés de son père a été rouverte. Ils ont retrouvé au moins 23 cas de nouveau-nés déclarés morts entre 1985 et 1995 qui avaient en réalité été vendus à des familles riches. Certaines de ces familles ont retrouvé leurs enfants, maintenant adultes, grâce à des tests ADN. Certaines réunions étaient heureuses, d'autres étaient déchirantes. Des enfants qui ne voulaient rien savoir de leurs parents biologiques, qui considéraient leurs parents adoptifs comme leur vraie famille. Je comprends. La famille, ce n'est pas toujours le sang. C'est l'amour. C'est le temps passé ensemble. C'est les souvenirs partagés. Mais pour Marc et moi, le sang et l'amour se sont finalement réunis. Il m'appelle papa maintenant. Pas toujours. Parfois ça lui semble encore étrange, artificiel, mais de plus en plus souvent. Et moi, quand je le regarde, quand je vois son visage qui est exactement celui de Thomas, mon cœur se remplit d'un mélange de joie et de tristesse. Joie, parce que j'ai retrouvé un fils que je ne savais même pas avoir perdu. Tristesse, parce que cela me rappelle chaque jour celui que j'ai perdu pour toujours. Mais Marc n'est pas Thomas. Il me l'a dit clairement un jour. « Papa, je sais que mon visage vous rappelle Thomas chaque fois que vous me regardez, et je sais que c'est dur pour vous, mais je ne suis pas lui, je suis moi, Marc, votre fils aussi, mais un fils différent, avec ma propre personnalité, mes propres rêves, mes propres cicatrices. Je sais, mon fils, et je sais. Et je t'aime pour qui tu es, pas juste parce que tu es le frère de Thomas, mais parce que tu es toi. » Il a souri. Ce sourire qui est le sien, un peu différent de celui de Thomas, un peu plus timide, un peu plus fragile. « Merci, papa. » Le téléphone ne sonne plus à 1h du matin. Les appels de Thomas ont cessé après que nous ayons sauvé Marc. Sa mission était accomplie. Mais parfois, pas souvent, mais parfois, tard dans la nuit, quand la maison est calme, je sens cette odeur. L'eau de toilette Fahrenheit de Dior. Ce parfum épicé et boisé qui emplit le salon pendant quelques secondes précieuses. Et je sais que Thomas est encore là, veillant sur nous, sur son père et sur son frère retrouvés. Hier soir,
Marc et moi étions assis ensemble dans le salon, regardant de vieilles vidéos de famille sur le téléviseur. Des vidéos de quand Thomas était enfant, anniversaire, Noël, vacances d'été à Nice. Thomas qui riait, qui jouait, qui vivait. Marc les regardait avec une fascination mêlée de tristesse. « C'est étrange », a-t-il murmuré, « de voir une version de moi-même vivre une enfance que je n'ai jamais eue. Tu aurais dû être là aussi, dans toutes ces vidéos. Ça aurait dû être vous deux ensemble. » Je sais. Puis il s'est tourné vers moi. « Mais je suis ici maintenant, et on a encore du temps. Du temps pour créer de nouveaux souvenirs. Nos propres souvenirs. Tu as raison. » Cette nuit-là, vers 1 heure du matin, je me suis réveillé, comme cela m'arrive encore parfois. L'habitude de ces nuits terribles où le téléphone sonnait. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu de la lumière sous la porte de la chambre de Marc, la chambre de Thomas et Marc maintenant. J'ai frappé doucement. « Entre, papa !» Marc était assis sur le lit, regardant par la fenêtre la rue Lecourbe endormie. Les réverbères jetaient des ombres orangées dans la chambre. « Tu ne dors pas ?»« Non, j'ai fait un rêve. Un bon rêve cette fois. »« Raconte. » »« J'ai rêvé de Thomas. On était enfants ensemble. On jouait dans un parc. On avait peut-être 6 ou 7 ans. On était heureux. » Il a souri doucement. Quand je me suis réveillé, j'ai senti... C'est bizarre. Mais j'ai senti qu'il était là, dans la chambre, comme s'il voulait me dire que tout allait bien, que j'étais à ma place ici. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Il est là. Je le sens aussi parfois. Tu penses qu'il est en paix maintenant? Qu'il peut reposer? Je pense que oui. Sa mission était de te sauver, de te ramener à la maison. Il l'a fait. Maintenant, il peut être en paix. Marc a regardé la photo de Thomas sur le mur, la photo de lui devant la Sorbonne. « Merci, grand frère », a-t-il murmuré. « Merci de m'avoir trouvé. Merci de m'avoir sauvé. Je vivrai pour nous deux maintenant, je te le promets. » Et à ce moment précis, l'odeur de Fahrenheit a rempli la chambre, plus forte que jamais, indéniable. Marc et moi avons échangé un regard. « Il a entendu », ai-je chuchoté. « Oui, il a entendu. » Nous sommes restés assis ensemble dans cette chambre, père et fils retrouvés, en compagnie de l'esprit aimant du fils perdu, jusqu'à ce que l'aube commence à pointer sur Paris. Et quand le soleil s'est levé, chassant les ombres de la nuit, je me suis senti en paix pour la première fois depuis des années. Ma famille était enfin complète, pas comme je l'avais imaginé, pas comme ça aurait dû être, mais complète quand même. Thomas dans nos cœurs et dans nos souvenirs, Marc à mes côtés, vivant, respirant, guérissant, et moi, Pierre Moreau, 80 ans, ayant encore un but, une raison de continuer, être le père que Marc méritait depuis toujours, honorer la mémoire de Thomas qui s'est battu jusqu'après la mort pour sa famille, et vivre chaque jour restant avec gratitude et amour. Si vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, merci du fond du cœur. Merci d'avoir été là pour ce voyage extraordinaire et douloureux. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de laisser votre like et de me dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez et si mon histoire vous a touché. Que Dieu vous bénisse tous et souvenez-vous, même dans les ténèbres les plus profondes, même quand tout semble perdu, l'amour trouve toujours un chemin. L'amour est plus fort que la mort. Thomas me l'a prouvé. Bonne nuit mes amis. Bonne nuit.